Je vous invite à nous rejoindre sur le Food Forum. On va parler de café de spécialité dans les restos. Venez, 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 rejoignez-nous. On va commencer. Je suis ravie de clore cette session de Food Forum de la deuxième journée d'Omnivore en parlant de café. J'en aurais bien besoin peut-être là de carburer avec un petit café. Je viendrai vous voir après. Ouais. Non, mais j'en ai pris un juste avant, donc on va pas non plus. Moi, je suis aussi défenseuse de la chicorée, donc voilà, on en parlera peut-être. Bref, le café, comme le pain au resto, sont des ingrédients qui en disent long sur la qualité des produits utilisés. Un café bien sourcé en fin de repas, souvent gage d'un soin tout particulier apporté aux approvisionnements. Le café spécialité est-il encore une niche dans les restaurants ou est-ce qu'il se développe? Comment est-ce qu'on peut démocratiser son accès et le faire connaître à un nombre croissant de convives? Pour en parler, j'ai avec moi Christophe Servel, fondateur et président de Terre de Café. Merci d'être avec moi. Bonjour. Anne Caron, torréfactrice, meilleure ouvrière de France en torréfaction 2023. On voit le col bleu, blanc, rouge. Normalement, ils sont allumés, pas besoin de toucher. Et Bastien Dechangy, chef nomade, chef responsable. Tu dis nomade et responsable sur ton compte Instagram. Anne Caron, pour commencer, selon toi, pourquoi le café spécialité est encore si peu connu dans le milieu de la restauration? Pourquoi il est si peu disponible dans les restos? Alors, il est peu connu tout court, ce terme de café de spécialité, alors que finalement, on le retrouve à chaque coin de rue. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un coffee shop par jour qui ouvre en France? C'est ça le chiffre? C'est ça le chiffre. Incroyable. C'est énorme en fait. Donc le terme de café de spécialité, effectivement, il n'est pas encore très connu du grand public, mais il commence à être connu. Et déjà, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un café qui a été noté objectivement, dont la note a été attribuée par quelqu'un qui a passé un diplôme pour pouvoir le faire sur 10 attributs, et à partir de 80%, on est sur cette note des cafés de spécialité. Après, derrière, il se cache la philosophie du café de spécialité. Et la philosophie du café de spécialité, c'est un café qui est traçable et qui a cultivé dans le respect des hommes et de l'environnement. Et c'est ces valeurs qu'on défend. De ton côté, qu'est-ce que tu observes? Pourquoi? Comment tu expliques cette assez faible présence du café de spécialité dans les restos? Moi, je trouve que le café de spécialité est très présent dans la restauration, Ok. mais pas dans toute la restauration. Elle est très présente dans la jeune restauration. C'est intéressant de constater qu'il n'y a pas grand monde d'ailleurs que ça intéresse, mais c'est un signe. Bon, les conférences sont pleines de l'autre côté. Ils vont arriver. Il n'y a que des aficionados de café. Non, mais c'est quand même signifiant et c'est triste même, mais bon. Alors non, le café de spécialité est très présent dans la restauration, dans la jeune restauration, dans la restauration qui source ses produits, dans la restauration 1 étoile de plus en plus. Toute la cuisine de marché, la bistronomie, et pas que à Paris, dans les régions, dans les villes aussi. Moi, je trouve que le café spécialité est très présent. Est-ce qu'il est bien fait? Ça, c'est une autre histoire, mais c'est très présent. Par contre, ce qui est désespérant, c'est ce qu'on appelle les 2, les 3 étoiles, les grands hôtels, les palaces, où toute cette industrie-là n'a toujours pas compris l'intérêt. Ils n'ont pas compris le café. On n'a toujours pas compris en France que le café est un produit de terroir au même titre que le vin ou que la viande ou que beaucoup de choses. Et on n'a pas compris tout l'intérêt qu'on avait à faire du café de spécialité, en tout cas à finir un dîner ou un déjeuner dignement. Mais je pense que toute cette industrie va être rattrapée par la réalité. Ça, on le voit déjà aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les Français commencent à avoir un avis sur le café, puisque l'offre de café de spécialité est de plus en plus présente partout. Et pas que dans la restauration, elle est présente dans les entreprises, elle est présente dans tous ces coffee shops qui inondent le marché, elle est présente dans les boulangeries, elle est présente chez les torréfacteurs. Et on a un marché, moi j'assiste à un début de retournement de marché. Et donc je pense que la restauration ferait bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'intéresser un peu à ce que c'est que le café et à quel outil pour eux ça peut être pour se différencier et de fidéliser leurs clients. Bastien, toi, tu utilises le café dans ta cuisine et quel est ton lien au café en tant que chef?
Alors, moi, le café, je ne l'utilise pas dans la cuisine, mais je l'utilise dans un repas, en fin de repas, parce que ça fait partie de la dégustation. On démarre avec possiblement un verre à boire, alcool ou pas alcool, et le café fait partie, pour moi, d'un plat. Et ce que j'aime en particulier, c'est de faire découvrir et même de donner une possibilité de dire on va faire un pairing avec le café, avec 2 desserts, avec quelque chose de très acide, de très gras, de très amer, etc. En disant en fait c'est pas juste du café, c'est comme un verre de vin avec une certaine dégustation et un état d'esprit aussi. Justement, comment on peut faire pour que, là la question est ouverte à tous les trois, faire en sorte que la compréhension du café soit aussi fine que celle du vin? C'est possible ou pas? On peut y arriver? Déjà, il faut être pédagogue, il faut expliquer aux gens. C'est pas moi ce que je déteste dans un restaurant, c'est comme est-ce que je vous donne un café? Est-ce que vous voulez un café? Non, c'est pas est-ce que vous voulez un café? C'est aujourd'hui, c'est expliquer est-ce que ça vous intéresse de découvrir un café? Ou on le fait dans les coffee shops, on le fait pas assez dans les restaurants à mon goût. Anne, je te vois hocher la tête. Je dirais que pour moi, c'est un grand mystère, parce que comment, en fait, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui essayent de partager une expérience au-delà de proposer un plat, ne proposent pas une expérience café. En fait, pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout? C'est ça qui m'interroge. Donc comment on pourrait faire? Certainement, il faut toujours se souvenir que le café fait partie de la bouffe et finit l'expérience. Et c'est pas seulement un accessoire, c'est pas une ligne de budget non plus. Donc il doit faire partie intégrante de l'expérience pour un restaurateur. Une grande question, c'est pourquoi il n'y a pas d'enseignement sur le café en lycée hôtelier? C'est à ce moment-là qu'on commence à sensibiliser les gens. Donc nous, en tant que torréfacteurs, on va bien sûr aller à la rencontre de nos clients, sensibiliser sur le produit. Mais tout ce mouvement du café, du bon café, du café qui fait du bien, eh ben, il arrive. Et en fait, les restaurateurs qui ne prennent pas ce pas, qui ne transforment pas l'expérience, ils passent à côté de quelque chose. Là-dessus, Christophe, sur ce lien entre terroir de café et terroir de vin. Pourquoi on ne fait pas le lien? Parce qu'en France, depuis longtemps, on boit n'importe quoi comme café et on boit le café n'importe comment. Oui, parce qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a le choix du café et la manière de le préparer. Oui, depuis l'après-guerre, on a simplifié à outrance la manière de consommer. Quand on est arrivé dans le café spécialité, quand je suis en 2009, donc on était parmi les premiers, on s'est rendu compte très vite que pour le public, un café, c'était un café, quoi. Et que ce café-là, il était amer, pour nous, c'était pas bon, mais que voilà, le marqueur principal d'un café, c'est l'amertume. Et c'est un truc assez fort en bouche, ça réveille. Alors qu'en fait, le café, c'est pas du tout ça. C'est exactement l'inverse en réalité. Et pourquoi on valorise pas assez le café? Pourquoi les gens sont pas assez demandeurs? Parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce qu'il faut refaire une éducation au café. Voilà. Et ça passe par quoi? Des programmes justement dans les écoles hôtelières? Il n'y en a pas du tout? Des formations spécifiques? Oui, ça passe par ça. Ça passe par une offre. Tu me fais rêver quand tu parles de pairing plat café. Ça passe par une offre supplémentaire, ça passe par plus d'éducation sur les réseaux, ça passe plus d'informations. Et par contre, ce à quoi on insiste, il y a une tendance générale de fond, mais c'est pas encore assez fort. Et le café, c'est un peu encore le parent pauvre. Aujourd'hui, on a généralement du bon pain dans les restaurants, mais le café, c'est encore compliqué. Parce qu'il n'y a pas une exigence encore assez forte du public sur son café. Ça vient, et c'est le rôle d'acteurs comme nous, c'est le rôle d'acteurs comme Anne, c'est le rôle de restaurateurs comme toi, d'écoles. On est arrivé sur le marché, il n'y a aucune formation café dans les écoles de restauration. Ou alors c'est des formations qui sont prodiguées par des gens de l'industrie, donc qui défendent un café surtorréfié avec du robusta, pas du tout sourcé, pas du tout tracé, issu de la déforestation, et tout ça, et je ne grossis pas le trait. Voilà. Il y a aussi la question de choix pour les jeunes restaurateurs qui s'installent. En fait, on fait aussi des arbitrages, j'imagine, quand on ouvre un restaurant financièrement, de se dire, OK, je vais investir dans des murs, je vais investir dans une vaisselle, dans du personnel, dans l'aménagement d'une cuisine, dans des travaux, et j'en passe. Peut-être qu'effectivement, parfois, le café est la variable d'ajustement. Et aussi, il y a, de ce que je connais, et on pourrait en parler, des contrats qui sont menés entre des marchands de machines ou même des alcooliers ou même des brasseurs et qui font les grands packages avec la machine, les tasses,
les sous-tasses, le sucre et le café. Est-ce que c'est vraiment le cas? Dans quelle mesure et comment on peut casser ces monopoles des grosses entreprises? T'as remarqué que dans le package, le mot café arrivait juste à la fin. Donc, alors, moi, je rebondis en fait deux choses. C'est que les jeunes restaurateurs s'intéressent au café. Donc, effectivement, c'est compliqué, mais eux, ils franchissent le pas. En fait, il y a tout ce vent de modernité qui souffle sur la cuisine, mais aussi sur le monde du café. Donc, oui et non. En fait, c'est la volonté de placer le produit au cœur de l'offre qui est importante. Et justement, il y a tellement de façons d'en parler, il y a tellement de façons de se différencier en choisissant ses produits, y compris le café, qu'il faut comprendre que c'est une vraie valeur ajoutée de travailler ce produit jusqu'au bout. Je me permets je prends la parole. Vas-y, Christophe. En fait, tu touches une question essentielle. Le café, depuis l'après-guerre, est devenu une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on a retiré la valeur café. Le café sur le marché, dans la restauration dite traditionnelle, on va dire, n'a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur parce que les gens, ils commencent à râler, mais c'est nouveau. C'est une récompense. Tu m'achètes tant d'alcool ou de vin, généralement pas bon, et tu auras 3 kilos gratuits. Tu m'en achètes 20, nanan. Je te mets une machine, mais en fait la machine, le restaurateur, il la paye. Il la paye 2 fois, 3 fois, sur plus longtemps. C'est un crédit en fait. C'est un crédit avec un fort taux d'intérêt. C'est ça la mise à disposition. Et donc on a retiré la grande distribution, les gros importateurs, les 3 maisons de torréfaction qui dominent 85% du marché mondial ont passé 60 ans à retirer de la valeur au café, les brasseurs, etc. Donc un restaurateur, effectivement, il a plein de trucs à financer. Et à la fin, le café, comme il n'est pas formé, il n'est pas éduqué, il ne comprend pas l'importance que ça a sur une expérience sensorielle globale, il fait l'impasse dessus. Mais ça change. Aujourd'hui, on travaille peut-être nous avec 300 restaurants. Ces 300 restaurants ne peuvent pas imaginer retourner chez un brasseur. Et je vais te dire même plus que ça, c'est-à-dire que ces 300 restaurants se servent d'une marque comme nous pour valoriser l'ensemble de leur expérience. Et s'ils avaient derrière leur comptoir, je ne vais pas citer de nom, mais des marques pseudo-artisanales ou des marques de café italiennes, etc., ils ne l'assument absolument pas. C'est-à-dire qu'ils en ont honte, ils ne veulent pas avoir ça chez eux. Donc, ils investissent dans une machine. Ils louent ils se débrouillent, mais ils deviennent indépendants au niveau du café. Bastien, c'est ce que tu observes sur les restaurants où tu as pu faire des résidences, où tu as pu cuisiner dernièrement. Est-ce que toi, tu choisis, quel était leur lien au café et comment toi, tu pouvais aussi influer là-dessus, sachant que tu n'as pas ton restaurant fixe pour le moment? En fait, mon lien, il est lié à j'ai des principes de fond qui sont liés au produit. Donc, on part du principe que le moment le plus important, c'est le dernier souvenir que tu vas laisser à table. Et évidemment que si tu sers une espèce de tasse qui a la couleur d'un café, qui n'a aucun goût, tu en fait dévalorises tout le travail que tu as passé pendant 3 heures à prendre soin de tes clients, à te donner du mal. C'est la seule problématique qu'on a en arrivant dans un schéma comme ça, c'est que changer un modèle, ça coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que grosso modo, une machine, ça va coûter 15 000 balles. Combien tu dis? 10-15 000. Et derrière, il faut se rajouter un moulin à 700 ou 1500. Et en fait, si techniquement tu veux avoir 2 cafés, parce que c'est aussi intéressant de faire découvrir. On n'aime pas tous la même chose. Il y en a qui aiment la mer, il y en a qui aiment... on n'aime pas tout ça. Donc ouais, c'est faire changer les choses. On a tous envie de le faire. Après, c'est pas possible partout ou c'est pas la priorité de chacun. Anne et Christophe, comment est-ce que vous travaillez avec les restaurateurs et dans quelle mesure vous sentez qu'ils sont prescripteurs autant ou différemment que les coffee shops sur le café de spécialité? Alors moi, je travaille avec une 50aine de restaurateurs et je peux te dire que à partir du moment où les restaurateurs travaillent avec un bon café, ils ne vendent en fin de repas pas qu'un seul café. Souvent, les gens reviennent et boivent plus de café. Mais souvent, après, ils passent le matin pour boire le café du matin aussi. Dans des restaurants qui ne sont pas forcément des cafés, tu veux dire? Ils viennent pour le café dans un endroit qui n'est pas vraiment... Oui, ils peuvent venir pour le café et ils viennent pour le café. Donc finalement, proposer un bon café, ça crée de la valeur aussi pour le restaurateur. Et toi, comment est-ce que tu travailles avec les restaurateurs? Terre de café n'existerait pas sans les restaurateurs. Parce qu'on a ouvert une petite boutique il y a 15 ans et c'est pas le grand public qui est venu, en tout cas, qui
qui a fait grossir les volumes, c'est les restaurateurs de la rue, et puis du quartier, et puis de l'arrondissement, et puis les copains. Donc, il y a un côté un peu noir. Pour moi, hein, il faudrait que les grands chefs, surtout, se regardent un peu dans une glace le matin, et arrêtent de cachetonner chez Nespresso ou autre, alors qu'ils ne proposent pas forcément ça dans leur restaurant, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est le côté un peu compliqué, mais la restauration, et tu parles de prescription, il n'y a pas meilleur prescripteur pour nous que les restaurateurs qui vantent la marque, qui vantent le café, qui savent en parler, qui font un bon café, qu'on des tasses avec le petit logo, avec les 3 petits singes. Il n'y a pas meilleur prescripteur, et surtout les bons. Ouais. Par exemple, oui, vas-y Bastien. Et dans chez Mala, nous, dans l'autre sens, c'est grâce en fait à des personnes comme toi déjà qu'on apprend. Parce que moi, le jour où j'ai passé à la porte de chez toi, qu'on prend le temps de faire une dégustation, qu'on me parle des températures de l'eau, qu'on me parle du grain de moulage, que pour tel grain c'est pas pareil, de la provenance, etc. En fait, on n'est pas formé à l'école, mais c'est grâce à des maisons comme la tienne. Et indirectement, je pense qu'il n'y en a pas assez. Tu manques de concurrence, mais la concurrence est bon pour le marché. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer le marché. Notre rôle, c'est ça. Après, il n'y en a pas assez, ouais, sûrement. Mais on peut encaisser encore. Hein. Vous pouvez venir nous voir. Chez Anne aussi, c'est très bien. Et Anne, par exemple, je voulais partager l'expérience. La première fois que j'ai bu ton café, c'était chez Alessandra Montagne. Je te connaissais pas. Je la connaissais bien, elle. Donc j'y vais. À la fin d'un super déjeuner, je bois le café. Je me dis, tiens, il est assez clair. Il est très fruité. Il avait des notes vraiment hyper développées. Je me suis dit, bah, il vient d'où ce café? Donc je lui pose la question et là, elle m'a parlé de toi en me disant, il faut que tu rencontres Anne absolument. Donc tu sais comment elle est, Alessandra Montagne, donc elle est brésilienne, elle est très expressive. Elle me dit, tu vas l'adorer, c'est une femme géniale, elle est hyper engagée. Et j'ai eu un coup de cœur, elle me dit qu'elle avait eu un coup de cœur pour toi. Et un coup de cœur réciproque. Alors la chance avec Alessandra, c'est que c'est quelqu'un qui est passionné, qui a beaucoup d'attaches aux produits, et elle est baignée dans une culture du café puisque c'est une chef brésilienne. Donc elle accordait déjà beaucoup d'importance au café. Et en fait, on s'aperçoit quand ces valeurs-là de respect du produit, du respect du client, quand on les a en soi, il faut les appliquer au café aussi. C'est du non-sens. Je ne verrais pas quelqu'un comme Alexandra proposer un mauvais café qui appauvrit les gens qui vivent du café et qui polluent la terre. C'est pas possible. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout du repas. Est-ce que là-dessus, vous avez des exemples de chefs qui ont une carte vraiment de terroir de café à la fin de repas ou qui proposent vraiment, je ne sais pas, 3, 4, 5 cafés différents? Est-ce qu'il y en a? Ça existe? Non, nous, on ne veut pas faire ça. Je peux expliquer. Alexandre Mazia, typiquement. Alors là-dessus, j'ai un retour d'expérience aussi. Et pour le coup, ça pose ma question suivante, qui est la question du coût. En l'occurrence, Alexandre Mazia propose un café torréfié à Marseille par un super torréfacteur qui a un copain, c'est un café génial, la tisserie. Il propose la tasse à 16 €. 16 € un expresso. Sur un menu à 400 €, hein, vous vous dites, bon, 16 € de plus ou de moins, mais attention, on est à Marseille, on est dans le 8e arrondissement, dans une rue qui ne paye pas de mine, qui n'est pas du tout vue mer, dans un endroit qui, désolé, mais n'est pas du tout extraordinaire. Une des villes les plus pauvres de France, on propose un espresso, certes, de spécialité, mais chez lui, à la tisserie, il propose le même café à 1,90 € ou 2 €. Après, le prix... Enfin, voilà, tu vois... Non, mais après, il y a plusieurs choses. On ne peut pas valoriser quelqu'un qui a une Marzocco qui lui a coûté 20 000 balles à une machine Segafredo ou j'en sais rien qu'on lui a offert, entre guillemets, et où il va payer 10 € le kilo et nous, on va payer x2 ou x3. Oui, mais là, on parle du même café. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a un problème aussi sur la fixation des prix. Et en fait, pour moi, ça fait vraiment du mal au café de qualité et de spécialité quand on surmarge dessus, surtout dans une ville avec autant de taux de pauvreté, quoi. Combien on vend un espresso chez un 3 étoiles? Bah, pas 16 €. Pas toujours, en tout cas. Ouais, à 12. Ça, c'est... Après, c'est des positionnements prix. Moi, je trouve aussi que c'est trop cher et que c'est pas comme ça. On fait vous, pas vous du le bien voyez de quel œil, ça? café. Comment? Vous le voyez de quel œil? Moi, 16 € un expresso, quel que soit le café. Alors, il y a des cafés qui coûtent 300 € le kilo, hein, mais c'est pas ce qu'il a, ça c'est sûr. Non, moi je trouve que c'est pas raisonnable, quoi. Mais ça, c'est un positionnement prix, c'est pas lié au café de spécialité. Nous, on n'est pas responsable du prix de vente
Bien sûr. Par contre, si tu vends un café filtre, tu fais un geisha du Panama qui a gagné je sais pas quel concours, ça tu peux le vendre 30 ou 40 euros sans problème, parce que c'est ce que ça vaut. Et là tu as la valeur du produit. Et donc le prix du café aujourd'hui n'a pas de sens en réalité. Après, sur entre guillemets un restaurant un peu gastronomique ou autre, c'est pas sur le café qu'on va faire de l'argent. En fait, c'est un prolongement de l'expérience. Et il faut arrêter de réfléchir financièrement. Donc, vaut mieux se dire, je vais vendre un café 6 balles. Par contre, je vais donner la possibilité de t'en faire découvrir 2 ou 3. Et c'est là où on va faire évoluer un petit peu les mentalités. Bah oui, mais auprès de qui? Auprès des 3 personnes qui auront pu se payer le café à ce prix-là? Non, mais pour découvrir le café de spécialité, il ne faut pas aller dans un restaurant. Hein. Il y a des coffee shops, c'est très bien. Ça coûte 2 ou 3 euros et c'est déjà pas mal, quoi. Et vous travaillez, Anne, ton avis là-dessus, sur ce positionnement prix? C'est un choix. En fait, c'est pas lié au café, c'est un positionnement prix global. C'est pas du tout lié au produit. C'est le choix d'une expérience chère. Enfin, c'est pour ça que je peux pas avoir d'avis sur. C'est un positionnement global du restaurant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la différence à la tasse entre un café de spécialité et un café, je dirais, banal, pour pas dire de commodité, et elle est quand même assez infime, et que le choix, enfin, le restaurateur ne peut pas imposer un mauvais café à son client. Et tu me disais qu'il y avait aussi la méconnaissance de la part du service, qui non seulement donc il y a la responsabilité du propriétaire, et il y a aussi comment on transmet un café qui parfois est très bon, mais qui est mal expliqué aussi aux clients. Aujourd'hui, on sait que les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires, et les restaurateurs et en service, on sait très bien raconter des histoires autour de l'ensemble des produits qui sont choisis. Et en fait, le café, c'est exactement la même chose. Malheureusement, si on fait l'expérience, et si vous allez dans un restaurant, souvent on vous propose un café, ou on vous propose du café. C'est quand même dommage, parce que même si le choix du restaurateur, c'est de s'impliquer sur un bon produit, souvent le message n'est pas retranscrit et les gens ont des difficultés à parler du café, alors que ce sont des choix orientés. Parce que ce café, il a été produit par quelqu'un, il a été cueilli par quelqu'un, il y a tout le travail qu'elle fait dans le pays producteur, il y a les choix du torréfacteur, il y a aussi plein d'histoires à raconter. Donc sous-estimer ça, c'est vraiment dommage. Bastien? Ce qui est hyper intéressant pour nous dans le discours, c'est que la différence entre un café de spécialité et un café, je ne sais pas comment on appelle, classique, c'est qu'on a la provenance, typiquement. On est capable normalement de savoir la ferme, à l'inverse d'un café classique, etc. Et on le fait nous avec nos produits. On va dire que c'est les tomates de Jean-Michel Machin et qu'on connaît le prénom du chien, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée pour nous de... Mais après, ces informations, on les a grâce à des maisons qui vont nous accompagner là-dessus. Mais c'est ultra important. C'est cohérent. Tu démarres ton explication en parlant de la bulle que tu as mis dans son verre, en disant c'est telle maison, il travaille en fût de chêne, etc. C'est la même chose dans le café de spécialité. C'est ça qui est ultra... Enfin, c'est très gastronomique dans l'approche. Mais ce qui est génial, je trouve, maintenant à Paris, c'est tous les coffee shops. Ça démocratise un petit peu. Et oui, on commence à s'habituer à boire quelque chose qui a du goût et pas de la flotte. Donc, mais c'est long et c'est mal dans notre mentalité. On n'est pas je ne sais pas si on est un pays de café, mais je pense pas. Mais, Paris est un marché encore différent du reste de la France. Mais ça prend partout dans le monde entier. C'est pas dans le monde entier. Les pays qui vont bien, quoi. Mais il y a une offre de café il y a une montée en gamme dans la restauration, dans l'entreprise, dans la consommation des ménages, et c'est général. On est en train d'assister avec le café à ce qu'on assiste avec le vin depuis 30 ans, où on boit la moitié moins de vin, mais par contre plus de qualité. C'est exactement ce qui se passe avec le café. Donc c'est pour ça que les restaurateurs devraient, les hôteliers aussi, hein, un hôtel, si tu veux boire un bon café, un mauvais café, tu vas dans un hôtel, même un palace, surtout un palace d'ailleurs, c'est triste. Mais c'est quand même intéressant de s'intéresser à ce produit au même titre qu'on peut s'intéresser au vin, aux spiritueux, à la viande, aux tomates. Dans une recherche je vais citer un nom parce que ça m'a tellement choqué. Je suis allé à la Tour d'Argent il n'y a pas longtemps. Chaque canard, ce fameux canard au sang, il a une carte d'identité. Chaque canard, carte d'identité. Carte d'identité? Carte d'identité du canard. Son café, il en a rien à foutre.
Ah, Parce que son fournisseur du café lui donne de l'argent pour faire un concours de je sais pas quoi de maître d'hôtel, et en fait ça lui suffit. Donc c'est de la corruption d'une certaine manière. En tout cas, lui, il se corrompt lui-même parce que c'est un grand sommelier, je ne citerai pas son nom. C'est un des meilleurs, mais comme quoi, ça n'a pas d'importance. En fait, on est prêt à de la compromission pour de l'argent ou pour pas choquer les goûts, pour pas changer les habitudes, pour pas changer une logistique, pour pas financer une machine. C'est quand même assez dommage, quoi. Alors que peut-être tout le monde n'est pas convaincu, mais un bon café, on a assez peu parlé du goût là. Mais un bon café pour terminer un repas, outre l'effet de la caféine, c'est juste sublime. On le garde avec soi pendant 1 heure et on le garde si vraiment on a quelque chose, si vraiment la tasse est belle et bien faite. Un bon café, on s'en souvient toute sa vie. Je n'exagère pas. Ça reste là, quoi. C'est quelque chose de puissant. Mais faut avoir affaire à ça, faut rencontrer. Et il y a trop peu encore de belles rencontres encore dans le café. Même dans les coffee shops, c'est un peu. Il y a beaucoup de coffee shops, mais il y a la moitié qui savent faire leur métier parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit là, c'est que c'est bien d'acheter un beau café, mais il faut bien le faire. C'est intéressant ce que tu disais, effectivement, l'expérience qu'on a eue avec Pierre, hein, c'est ça que tu avais travaillé, où on leur a dit, voilà, ça se gramme. Pierre avait fait une intervention chez toi. Je me souviens, tu peux expliciter pour que le public puisse comprendre de quoi tu parles? Oui, pardon, quoi? Est-ce que tu peux expliciter de quelle expérience tu parles? Un café, c'est une recette en fait. C'est ça la question. Un café, c'est une recette, comme une pâtisserie. C'est un point de café, une taille de mouture, une température d'eau, une qualité de l'eau évidemment, et un poids d'eau. Voilà, et ça, il faut savoir le faire. Et si j'ai une mauvaise recette, j'aurai un mauvais café, même si j'achète un café très cher. Et il n'y a pas encore assez. Et ça, c'est de la formation, c'est de l'information et de la formation. Et il n'y a pas encore assez de belles rencontres. Vraiment, les torréfacteurs, les restaurateurs, on peut aller dans un restaurant. C'est mon cas, mais c'est normal. On peut aller dans un restaurant aussi pour le café. Voilà. Tu es d'accord avec ça, Anne, avant de donner la parole à Bastien? Que dire? Je pense que Christophe a à peu près dit ce que je pense. Je voulais juste ajouter une chose pour vivre une expérience café et rencontrer des terroirs. C'est pas la peine d'avoir une carte de café. Un seul très bon café, ça suffit. C'est pas la peine de se compliquer la vie. Par contre, il peut y avoir aussi d'autres façons de servir le café. On n'est pas obligé de boire un expresso en fin de repas. On n'est pas obligé d'investir dans une Marzocco, comme tu disais, à 20 000 €. On peut très bien imaginer de sortir du cadre et d'acheter une cafetière qui va coûter 20 balles. Hein. Et avec ça, faire un super café. Donc ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'imagination. Donc faire aussi repenser les usages et les manières de prendre du café. Mais les clients, ils sont prêts à accepter un café filtre ou un café extraction lente en fin de repas? Mais bien sûr. Moi, mon père me racontait que quand il est arrivé à Paris dans les années 60, dans les grands boulevards, il y avait une cérémonie de café. Et on servait le café, il y avait quelqu'un qui venait, qui était dédié à ça, un sommelier du café, qui faisait un café, ce qu'on appelle la pression-dépression. Tu sais, avec des belles machines en verre. Mais le café, il était... Alors les qualités, je ne sais pas, mais au moins il était mis en scène, il apportait une expérience finale. Et ça, oui, je pense que les gens sont prêts à ça. Il n'y a pas de sujet, c'est au restaurateur, c'est à nous de suggérer au restaurateur de le faire, et c'est au restaurateur qui a trouvé une autre expérience, à sortir du cadre, à sortir de l'ordinaire. Et ce n'est pas forcément un investissement démentiel, c'est juste s'y intéresser. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de me servir de la mayonnaise en tube dans un restaurant? C'est un peu le sentiment que j'ai, moi, quand je bois certains cafés. C'est sûr. Moi, je pense que tout le monde est prêt à une aventure sensorielle. Il suffit de l'amener, il suffit d'en parler. Vous allez boire un café filtre, c'est pas un expresso, c'est très fin, c'est floral, c'est fruité. Vous avez des notes de ça, essayez. Ça marche très bien. Par le goût. Bastien, tu peux juste nous dire quelques mots sur le pairing dont tu parlais au début? On ne l'a pas développé, le pairing entre le café et les plats dont tu parlais. Tu peux nous détailler un peu? Un peu dans le même principe que la gestion d'un restaurant sur le thé, par exemple. Aujourd'hui, on est capable de faire des pairings sans alcool, des pairings sur le thé, etc. Oui, en fait, arrivé aux 2/3 du repas, tu peux commencer à mettre des cafés en pairing avec un plat, avec une série de desserts, par exemple. Aujourd'hui, dans un gastro, on va avoir 2 desserts avec 4 satellites chacun. Ajoute 4 cafés. Et oui, en fait, tu vas commencer à te dire, en fait, c'est comme le vin. Il y en a qui préfèrent les vins de Bourgogne, il y en a qui préfèrent les vins jurassiens, etc. On n'est pas obligé d'aimer la même chose.
Et c'est intéressant de comprendre aussi qu'est-ce que toi tu vas aimer dans le café. Et c'est pas juste j'aime boire du café ou j'aime pas le café. Donc Et toi, par exemple, quel type de café que tu mets avec quel type de plat ou ça de dépend. dessert? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler ça avec les sommeliers. On n'a pas les mêmes palais, on n'a pas les mêmes façons de déguster, etc. Mais moi, j'aime bien les cafés marqués, où il y a une vraie identité, où c'est dérangeant, en disant « Ok, je ne m'attendais pas à ça ». Et du coup, j'ai envie de découvrir l'acidité dans le café. Fais-moi découvrir des cafés acides. Explique-moi quelle est la différence, etc. Et après, moi, ce que j'aime bien dans le café, c'est que tu vas faire découvrir après des choses à tes clients que toi, tu aimes. Parce que généralement, on vend des choses qu'on aime. Et du coup, tu vas en parler. Et après, nous, on est prescripteurs derrière. Eux, du coup, au lieu d'aller acheter des Nespresso à la con, machin, le samedi, ils vont aller en famille dans une maison. Ils vont parler pendant une demi-heure. Ils vont dire j'ai telle machine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, tu goûtes ça. Tu goûtes ça pendant 2 semaines, tu me diras ce que tu en penses. Après, ça prend du temps. C'est juste que ça prend du temps. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des partages d'expériences par rapport au café, au restaurant ou au café de spécialité plus largement? Tout le monde a besoin d'un petit café là pour se remonter un peu en énergie. Tu les impressionnes. J'avais une question, Anne, quand on a parlé en amont de cette table ronde, tu me disais qu'il y avait, pour le citer, Nespresso, tu parlais des partenariats assez juteux que fait Nespresso avec des chefs, avec des échanges de visibilité, avec beaucoup d'argent en jeu. Mais il y a aussi, tu me disais qu'il y avait aussi un revers de la médaille positif là-dedans pour le café en général et le café de qualité en général finalement. Alors plutôt côté, au niveau du grand public, cet industriel a quand même apporté quelque chose, puisque il a apporté de la valeur au café, dans le sens où d'un seul coup les gens ont été capables de mettre 50 centimes dans une capsule. Donc rapporté au prix du kilo de café, ça ramène à des cafés qui sont à 80 € le kilo. Donc aujourd'hui, on a une transformation de ce marché, c'est-à-dire que les gens qui étaient adeptes des capsules voient bien que finalement, ils veulent aller au-delà pour des questions environnementales et aussi pour l'expérience gustative, l'expérience de déguster autre chose qu'un café en capsule. Et cette clientèle qui était prête à mettre 80 € le kilo dans un café, finalement, atterrit naturellement chez les torréfacteurs pour vivre d'autres expériences. Donc c'est dans ce sens-là que cet industriel a rapporté quelque chose au monde du café. Oui. Pour rebondir sur la question environnementale, le café, comme le chocolat, ça fait partie des produits, après les produits d'origine animale, qui ont l'impact carbone le plus important. Est-ce que se dire qu'on met du café de spécialité dans les restaurants et qu'on démocratise ce café, c'est aussi une manière de le faire un peu moins mais mieux, un peu comme avec la viande, et d'avoir une consommation plus raisonnée du café? Alors oui. L'impact écologique du café est très important. Mais c'est toujours pareil, on mesure l'impact du café dit industriel, issu de la déforestation généralement, cafés commerciaux, Brésil, Vietnam, un peu de Colombie. Là, on est en train de mesurer l'impact de café de forêt et on s'aperçoit en fait, ou de café en agroforesterie, on s'aperçoit que ces cafés-là, au global, ont un impact, en tout cas carbone positif. C'est-à-dire qu'on trappe du carbone. Donc, quand il est fait en agroforesterie, mais quel est le pourcentage de café fait comme ça? Ça, je ne pourrais pas dire. Très honnêtement, je ne sais pas. Après, c'est la responsabilité de chacun des torréfacteurs. Nous, chez nous, c'est 80% de ce qu'on vend est issu de l'agroforesterie. Mais évidemment, on ne trouve pas ça chez Lavazza ou chez Illy, ou je vais m'arrêter là pour les noms. Parce qu'ils n'achètent pas de café comme ça, parce que ce n'est pas possible. Et donc, comparons ce qui est comparable. Et effectivement, dans cette mesure-là, être exigeant sur son café, et comme le disait Anne, ça n'a pas de sens. Alors, on ne pense pas tous comme ça, malheureusement, mais comme dit Anne, ça n'a pas de sens de faire un café de spécialité qui ne soit pas durable, parce que simplement économiquement, on aura besoin, nous, nos sociétés, de café encore dans 30 ans.
Aujourd'hui, la filière est menacée à court terme. Il faut le savoir, hein, à force de déforester, d'épuiser les sols, le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de café, le café monte. D'ailleurs, on va payer beaucoup plus cher le café de mauvaise qualité, là, maintenant, déjà, c'est déjà le cas. Donc, si on prend tout ça en considération, oui, boire un café de spécialité sélectionné, tracé, qu'un restaurateur est capable de commenter, de dire bah, ça vient de la forêt d'Éthiopie, du Walaga, Border Soudan, etc. Oui, on boit quelque chose qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Anne, là-dessus, sur cette question environnementale, comment tu te positionnes? Est-ce que toi aussi, les cafés que tu sélectionnes sont issus de filières durables? Toute la question, c'est la responsabilité du torréfacteur, c'est d'engager les producteurs vers un café durable. Donc on ne peut pas avoir la même mesure en fonction des pays. En fait, les sources où on s'approvisionne en café sont des pays, des cultures et des méthodes différentes. Donc on a à la fois des pays qui sont des producteurs qui sont déjà en agroforesterie, voire comme Christophe du café de forêt, des pays où on va inciter les caféiculteurs à maintenir leur méthode, et des pays où on les accompagne sur une transition agroécologique qui va être en plusieurs étapes. On peut, sur des pays comme le Brésil, qui est un pays qui est déjà industrialisé, on a à peu près la même révolution à faire qu'en France. En fait, il y a très peu de producteurs au Brésil qui sont en agroforesterie, qui cultivent le café sur des méthodes durables. Mais il faut les accompagner au contraire. Donc je dirais qu'il y a autant de réponses que de pays. Le tout est d'impliquer les producteurs dans lesquels on travaille sur les effets qu'on peut produire sur l'environnement. Christophe, ce que tu disais en creux, ça veut dire que les filières durables sont plus résilientes et demain seront peut-être moins chères que les filières classiques aujourd'hui? La résilience est une partie de la durabilité. C'est un des aspects de la durabilité. Donc oui, quand on a un couvert forestier, quand on utilise moins d'eau, quand on a plus de biodiversité, quand on recrée des espaces d'eau, on a des insectes, on est plus résilient parce qu'il fait moins chaud. L'ennemi du café de l'Arabica, c'est la chaleur qui monte en fait. Plus on va, le café, les beaux cafés aiment l'altitude, et l'altitude se réchauffe en même temps que le réchauffement climatique progresse. Donc oui, c'est plus résilient, c'est meilleur. Et là, l'enjeu, c'est d'augmenter la productivité de ce genre de café pour que ça reste accessible. Tout l'enjeu en ce moment, c'est ça. Hein. C'est sous forêt, comment on fait sans impact pour produire plus. Et ça, c'est le rôle des torréfacteurs avec les importateurs, d'essayer de réfléchir à 20 ou 30 ans et de faire ça. J'ai répondu à la question ou pas? Oui, ouais. Complètement. J'ai une dernière question qui est vraiment de la curiosité. On s'éloigne un peu du sujet, mais je profite du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de questions pour la poser. Anne, comment on devient meilleur ouvrier de France en torréfaction? Quelles sont les épreuves? Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les MOF et ton col bleu, blanc, rouge? Je suis très curieuse de savoir. Alors déjà, pour être meilleur ouvrier de France en torréfaction, il faut être passionné de café. Et une fois qu'on est passionné de café, on essaie de faire un bien café. Donc ces différentes étapes, ça va de la reconnaissance de café vert, parce que notre métier, c'est d'abord de sélectionner les cafés. Ensuite, c'est du cupping, c'est de la dégustation de café. Comme à l'instar du vin, on doit reconnaître les marqueurs des grands cafés, mais savoir différencier les tasses. Et ce sont ensuite des épreuves de torréfaction. Alors, le point commun de toutes les épreuves de meilleur ouvrier de France, c'est la réalisation d'une œuvre. Donc, les charpentiers peuvent faire des escaliers ou des charpentes. Et dans le monde du café, l'épreuve qu'on avait en 2023, c'était d'imaginer une unité de torréfaction mobile et d'en faire un business plan. Une unité de torréfaction mobile. Voilà. Et comment tu l'imagines? Tu le conçois, tu le dessines? C'était une création d'entreprise. Okay. Donc, tu imaginez une création d'entreprise, une unité de torréfaction mobile illustrée par une maquette et un business plan. Et moi-même, j'ai imaginé une unité de torréfaction mobile sur une péniche. Mais il y en avait d'autres, c'était des coffee trucks. Il y en avait, c'était même sur l'Orient Express. Wow. Et en fait, on ne déporte pas d'imagination dans ce métier. Excellent, super. Un mot de la fin, Bastien, est-ce que tu veux conclure d'une manière ou d'une autre, faire le lien, cuisine, café? Non, c'est le seul conseil moi que je vais donner, c'est évidemment de passer un peu plus la porte d'établissements où on le met en avant pour découvrir, parce qu'en fait, moi j'ai découvert le café il y a 4-5 ans, quand mon sommelier qui était sommelier
chez Gagnère, etc., avait rencontré une maison comme celle-là et il a sympathisé avec lui et en fait il s'est intéressé et il m'a transmis en fait ce plaisir et c'est que de la curiosité en fait aujourd'hui donc ouais, poussez la porte d'un établissement et prenez le temps d'aller non mais il faut prendre le temps parce qu'en fait le café on sait pas ce que c'est le café et encore la semaine dernière j'étais avec un ami dans le 9e sur un nouveau coffee shop mais pendant une demi-heure en fait on a passé plus de temps à parler café et savoir ce qu'on allait boire que de boire un café. Donc restez curieux, éveillés, c'est ce qu'on propose aussi à Omnivore, c'est pour ça aussi qu'on est content de vous avoir et de mettre en avant le café sur cette scène forum. Christophe? Non, venez nous voir, venez nous voir. Vos stands sont où? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Terre de Café, il y a un stand juste de l'autre côté là. Au Paris Coffee Show, sur l'espace Paris Café. Coffee Je crois Show. qu'on vient de gagner le concours du meilleur espresso de France, non? Ah non, dommage. On a gagné un truc, mais je sais pas quoi. Bon, on a gagné un truc, venez nous voir. Ok, on va voir ce que Terre de Café a gagné. Merci à tous les trois, Anne, Caron, Bastien, Dechangy, Christophe, Servel. Je vais donner laisser la main à Anne Luzin pour la suite de l'après-midi, qui aura un goût sucré, la scène pastry. Hélène Luzin, j'ai dit quoi? Hélène Luzin, bien sûr. Merci à toutes et à tous, à très vite.